27 décembre 1972. Ciel de Hanoï, 22 h. Les radars nord-vietnamiens détectent une vague de B-52 américains en approche. Ce sont les bombardiers stratégiques les plus puissants du monde. 27 tonnes de bombes chacun, 2 km² rasés en un seul passage. Le lieutenant Pham Tuan reçoit l'ordre de décoller immédiatement. 9 jours plus tôt, il avait tenté d'intercepter ces mêmes forteresses volantes. Échec. Le brouillage électronique américain avait aveuglé son radar. Cette nuit, il obtient une seconde chance. Son chasseur, le MiG-21. Plus de 11 000 exemplaires construits. Une soixantaine de pays utilisateurs. Le chasseur supersonique le plus produit de l'histoire de l'aviation. Mais pour comprendre comment cet appareil s'est retrouvé cette nuit-là dans le ciel du Vietnam, il faut remonter 17 ans en arrière, dans les bureaux d'études soviétiques. Au début de la décennie, les avions de combat soviétiques ont déjà franchi le mur du son. Le MiG-15 et le MiG-17 ont fait leurs preuves durant la guerre de Corée, et le MiG-19 est devenu le premier chasseur supersonique soviétique de série. Mais l'objectif suivant est autrement plus ambitieux, atteindre 2 fois la vitesse du son, soit plus de 2000 km/h. En 1954, le bureau d'études dirigé par Artyom Mikoyan lance une étude pour un nouveau chasseur. Le premier prototype, le Ye-1, est rapidement abandonné en raison d'un moteur trop faible. La refonte produit le Ye-2, équipé d'une aile en flèche classique. Si cette histoire vous intéresse, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à partager votre avis en commentaire. Cela nous aide à continuer ces récits. Parallèlement, les ingénieurs explorent une configuration plus audacieuse, l'aile Delta, de forme triangulaire. Cette géométrie est structurellement plus légère et plus résistante que l'aile en flèche conventionnelle. Elle offre un meilleur volume interne pour le carburant. Et elle se comporte de manière plus stable aux très grandes vitesses. Le prototype intégrant cette aile Delta reçoit la désignation Ye-4. Il effectue son premier vol le 16 juin 1955. L'année suivante, en juillet 1956, il fait sa première apparition publique lors de la journée de l'aviation soviétique sur l'aérodrome de Tuchino, près de Moscou. Les deux configurations sont mises en concurrence directe. Le Ye-2 à aile en flèche est confié au pilote d'essai Georgi Mosolov, tandis que le Ye-4 à aile delta est testé par Grigori Sedov. Les résultats sont sans appel. La variante à aile triangulaire démontre des performances aérodynamiques nettement supérieures à haute vitesse. C'est cette configuration qui est retenue pour le futur chasseur de première ligne. Mais le chemin vers la production de série est loin d'être assuré. Le bureau d'études de Pavel Sukhoi propose un concurrent redoutable, le Su-7, qui devient le premier appareil soviétique à dépasser les 2000 km/h. Le MiG, avec son moteur d'origine, n'atteint pas de tels résultats. Les militaires soviétiques favorisent le Su-7, arguant que sa vitesse dépasse celle du MiG de 150 à 200 km/h et que son plafond est supérieur de 1500 à 2000 mètres. Le bureau Mikoyan fait également face à une défaite dans le programme d'intercepteurs de haute altitude, où c'est le Su-9 de Sukhoi qui est sélectionné. 2 compétitions majeures et 2 victoires pour Sukhoi. Le bureau Mikoyan se retrouve en situation critique, et un 3e échec mettrait en péril la crédibilité de l'ensemble de l'équipe d'Artyom Mikoyan. Le salut vient des motoristes. En 1958, le bureau de Sergueï Toumansky met au point un réacteur dont la poussée est augmentée de 12%, atteignant 5750 kg. Cette amélioration transforme radicalement les performances de l'avion. La vitesse maximale grimpe à 2175 km/h, soit plus de 2 fois la vitesse du son. Le plafond pratique atteint 17 500 mètres. Le taux de montée devient l'un des meilleurs de sa génération. Avec ce nouveau moteur, le MiG-21 est enfin compétitif. L'appareil est officiellement adopté comme chasseur frontal principal des forces aériennes soviétiques. Les premières versions de série, désignées MiG-21F, commencent à équiper les régiments de chasse au début des années 60. L'avion ne tarde pas à faire parler de lui sur la scène internationale. Le 31 octobre 1959, Georgi Mosolov établit un nouveau record mondial de vitesse en poussant l'appareil à 2388 km/h. Un an et demi plus tard, en avril 1961,
le même pilote s'attaque au record absolu d'altitude. Pour cette tentative, l'avion est équipé d'un moteur fusée auxiliaire. Mosolov atteint la marque phénoménale de 34 714 mètres, un record qui tiendra 12 ans. Ces performances impressionnantes ne résument pourtant pas l'essentiel de ce qui fait du MiG-21 un avion hors du commun. Sa véritable force réside dans un équilibre remarquable entre efficacité au combat et accessibilité. L'appareil est léger, avec une masse au décollage de 8 725 kg en configuration standard, et compact, avec une envergure de 7,15 m. Il est simple à piloter, à entretenir et à produire en masse, pour un coût de fabrication représentant une fraction de celui de ses adversaires occidentaux. Le chasseur américain F-4 Phantom coûte plusieurs fois le prix d'un MiG-21. Cette combinaison de performance et d'économie fait de lui un appareil idéal pour l'exportation. En l'espace de quelques années, une soixantaine de pays sur 4 continents passent commande. Le chasseur soviétique reçoit un surnom dans chaque nation qu'il adopte. Les soviétiques l'appellent Balalaïka, à cause de la forme triangulaire de son profil qui rappelle l'instrument de musique traditionnel. Les Polonais le surnomment le crayon. Mais c'est au Vietnam qu'il recevra son nom le plus célèbre et qu'il écrira ses pages les plus marquantes. Les pilotes vietnamiens le baptisent N-Bac, l'hirondelle d'argent. Et c'est précisément au Vietnam, dans le contexte d'une guerre qui oppose la plus grande puissance militaire du monde à un petit pays d'Asie du Sud-Est, que le MiG-21 va connaître son véritable baptême du feu. La guerre aérienne au-dessus du Vietnam débute en août 1964, lorsque les États-Unis entrent ouvertement dans le conflit. L'aviation américaine doit remplir 2 objectifs: frapper les forces combattantes dans le sud et détruire le potentiel économique et militaire du nord. Des bombardiers et des chasseurs bombardiers pilonnent les villes, les zones industrielles et les ports de la République démocratique du Vietnam. En réponse, Hanoï bâtit avec le soutien de Moscou un réseau de défense anti-aérienne composé de canons, de complexes de missiles sol-air et d'escadrons d'interception. À cette époque, l'ossature de la chasse nord-vietnamienne repose sur le MiG-17. Cet avion solide a remporté les premières victoires aériennes contre les chasseurs américains. Mais il reste un appareil subsonique conçu dans les années 40. Face aux chasseurs supersoniques de dernière génération déployés par les États-Unis, ses limites sont évidentes. Les pilotes vietnamiens réclament des machines capables de rivaliser à armes égales avec l'adversaire. En avril 1966, un cargo soviétique accoste dans un port nord-vietnamien. Dans ses cales se trouvent des MiG-21 démontés. Une fois assemblés, ces chasseurs sont confiés au 921e régiment de chasse, la plus ancienne unité de combat aérien des forces populaires, créée le 3 février 1964 sur MiG-17. Le passage d'un appareil subsonique à un intercepteur supersonique représente un saut technologique considérable pour les pilotes vietnamiens, dont beaucoup ont été formés en Union soviétique. Mais avant de pouvoir exploiter pleinement leurs nouveaux chasseurs, les Vietnamiens doivent résoudre une question fondamentale, celle de son armement. Les premières versions de série ne disposent que de 2 canons de 30 mm et de roquettes non guidées. Pour le combat aérien, cette configuration est insuffisante. Des missiles RR guidés existent en Union soviétique, mais ils nécessitent un radar de bord dont les dimensions compromettraient l'aérodynamique de l'avion. La solution vient d'un incident survenu en 1958 lors d'un conflit entre la Chine populaire et Taïwan. L'aviation taïwanaise, équipée de chasseurs américains F-86, utilise pour la première fois au combat le missile Sidewinder, guidé par une tête chercheuse infrarouge captant le rayonnement thermique de sa cible sans aucun besoin de radar. Plusieurs exemplaires, ayant manqué leur cible, tombent sur le territoire chinois. Ils sont récupérés, analysés et les résultats transmis à Moscou. Les ingénieurs soviétiques décident de copier cette arme. La version soviétique reçoit la désignation K-13. La modification du MiG-21, capable d'emporter 2 de ses missiles sous les ailes, prend logiquement l'indice 13 dans sa nomenclature, devenant le MiG-21 F-13. C'est cette variante qui devient la première version véritablement produite en grande série. Elle est suivie d'une version encore plus avancée, le MiG-21P-F, doté cette fois d'un radar de bord capable de détecter un chasseur ennemi à une distance de 12 km.
L'adversaire que les pilotes vietnamiens vont affronter est le F-4 Phantom, fer de lance de la chasse américaine au Vietnam. Le contraste entre les deux machines est saisissant. Le Phantom est un biplace pesant plus du double du MiG-21 en configuration de combat. Son radar détecte un ennemi à 70 km, contre 12 pour le MiG. Il emporte jusqu'à 8 missiles air de deux types, à guidage infrarouge et à guidage radar, ces derniers tirables à 25 km. Un officier naviguant en cabine arrière gère le radar et les systèmes d'armes, libérant le pilote pour le combat. Sur le papier, la supériorité du Phantom est écrasante. Face à ce déséquilibre, les pilotes vietnamiens développent une tactique adaptée aux forces de leur appareil. Le MiG-21 est nettement plus léger et plus maniable que le Phantom en virage serré. Sa petite taille le rend difficile à repérer visuellement. Les pilotes exploitent systématiquement le facteur de surprise. Ils attaquent depuis la demi-sphère arrière de l'ennemi, hors du champ de détection du radar du Phantom, accélèrent à vitesse supersonique, tirent leurs missiles et se désengagent immédiatement. Cette discipline tactique exige un sang-froid absolu, mais se révèle redoutablement efficace. Le 7 juillet 1966, au-dessus de la base aérienne de Phuc Hien, l'ancien pilote de MiG-17 Nguyen Na Thio et son ailier Tran Ngoc Siu interceptent une formation de chasseurs-bombardiers F-105 Thunder Chief de l'armée de l'air américaine. C'est le premier combat victorieux du MiG-21 au Vietnam. En décembre de la même année, les pilotes du 921e régiment abattent 14 F-105 sans subir aucune perte. Le bilan de la période allant de mai à décembre 1966 est accablant pour les Américains. 47 appareils perdus en combat aérien, soit 4 fois plus que les pertes vietnamiennes. Parmi les pilotes qui se distinguent sur le MiG-21, un nom domine tous les autres, Nguyen Van Cock. Au cours de plus de 40 engagements, il effectue 14 tirs de missiles et abat 9 appareils américains, devenant l'as le plus prolifique de l'aviation vietnamienne. Ces victoires comprennent 2 drones de reconnaissance, 5 chasseurs bombardiers F-105 Thunder Chief et 2 Phantom, dont l'un a décollé d'un porte-avions de la marine américaine. L'essentiel de ces victoires est obtenu aux commandes du MiG-21 PF portant le numéro 4326, dont le fuselage arbore 13 étoiles rouges pour les appareils ennemis abattus par ses différents pilotes. Au musée de l'armée de l'air du Vietnam, cet appareil est exposé à quelques mètres d'une autre machine devenue célèbre, le MiG-21 PF numéro 4324, crédité de 14 victoires aériennes confirmées, le score le plus élevé jamais atteint par un seul MiG-21 au cours de toute son histoire opérationnelle. L'arrivée du MiG-21 a profondément modifié l'équilibre des forces dans le ciel vietnamien. Les équipages américains doivent désormais compter avec un adversaire capable de frapper vite et de disparaître avant toute riposte. Mais cette guerre aérienne va également mettre en lumière des failles profondes dans la doctrine d'armement adoptée par les deux camps, et forcer soviétiques comme américains à repenser entièrement la manière dont un chasseur doit être armé pour le combat réel. Au cours des années 60, une conviction identique s'impose chez les ingénieurs des deux blocs. Le missile guidé a rendu le canon obsolète. Les Américains conçoivent leur F-4 Phantom sans aucune arme à feu dès l'origine, comptant exclusivement sur ces 8 missiles. Les Soviétiques suivent le même raisonnement. Le MiG-21 F-13 conserve encore un unique canon, mais la version PF en est totalement dépourvue. Dans les deux camps, le combat aérien de demain se résume à un échange de missiles à longue distance. Le canon appartient au passé. Le ciel du Vietnam va démontrer le contraire. Dans les conditions réelles du combat entre chasseurs, les missiles se révèlent bien moins fiables que prévu. Les premières générations de têtes chercheuses ont été conçues pour engager des cibles lourdes et peu maniables, comme des bombardiers. Face à un chasseur en manœuvre, lorsqu'un pilote détecte le départ d'un missile, un virage brutal suffit souvent à faire perdre sa trajectoire au projectile. Les pilotes des deux camps se retrouvent régulièrement désarmés après avoir épuisé ou manqué tous leurs tirs. La leçon est amère, mais sans appel. Les deux camps rétablissent le canon sur leurs chasseurs. Du côté soviétique, la première solution est un conteneur amovible désigné GP9, accroché sous le fuselage, abritant un canon bicanon GSH-23 de calibre 23 mm. La solution définitive arrive avec le MiG-21 SM,
sur lequel le canon est intégré directement dans la partie inférieure du fuselage. Parallèlement, l'arsenal de missiles est doublé. L'appareil emporte désormais 4 missiles de 2 types, à guidage infrarouge et radar. Cette combinaison fait du MiG-20 et 1 MF la version la plus aboutie déployée durant la guerre, dotée d'une polyvalence que les premières variantes ne possédaient pas. Mais la supériorité technique ne suffit pas face à un adversaire disposant d'une écrasante supériorité numérique. Les forces aériennes nord-vietnamiennes restent une armée de petite taille, confrontée à la machine de guerre la plus puissante du monde. Les grands aérodromes du Nord-Vietnam sont repérés depuis longtemps par le renseignement américain et subissent des frappes régulières. Décoller d'une base connue revient à signaler sa position à l'ennemi, avant même d'avoir engagé le combat. Les Vietnamiens élaborent alors une doctrine qui va transformer la guerre aérienne et surprendre les stratèges américains. Ils la nomment la tactique de guérilla aérienne. Le principe est aussi simple que radical. Transporter les chasseurs là où l'ennemi ne les attend pas. Les Vietnamiens créent un réseau de petits terrains d'aviation improvisés appelés aérodromes de saut. Ces installations rudimentaires ne comportent qu'une courte piste, le plus souvent en terre battue, aménagée dans des zones que les Américains n'ont pas identifiées. Les MiG-21 et les MiG-17 y sont acheminés par voie aérienne, suspendus sous des hélicoptères lourds Mi-6 soviétiques. Cette méthode de transport permet de déplacer un chasseur vers un terrain avancé en quelques heures, sans laisser de traces au sol susceptibles d'être repérées par les avions de reconnaissance. Le décollage depuis ces pistes courtes pose un défi technique que les soviétiques ont déjà résolu. L'utilisation de fusées d'appoint fixées sous le fuselage. Ce procédé, bien maîtrisé en Union soviétique pour des décollages depuis l'herbe, la neige ou des pistes endommagées par des bombardements, permet aux pilotes vietnamiens de s'élancer depuis des terrains de quelques centaines de mètres, situés à proximité immédiate des objectifs à défendre. L'atterrissage, en revanche, demeure impossible sur ces pistes trop courtes. Les pilotes se posent sur des aérodromes situés en profondeur du territoire, moins exposés aux frappes. Les hélicoptères ramènent ensuite les appareils vers de nouveaux terrains de saut, et le cycle recommence. Les conséquences tactiques sont considérables. L'avantage du Fantôme en matière de portée radar, capable de détecter un MiG à 70 km, perd toute utilité lorsque l'interception est lancée depuis un terrain situé à quelques dizaines de kilomètres de la formation ennemie. Les pilotes vietnamiens surgissent de nulle part, attaquent à très grande vitesse et se replient avant que les escortes américaines n'aient le temps de réagir. Lorsque le combat tourne au corps à corps aérien, le MiG-21, plus léger et plus agile, prend l'avantage sur le Fantôme, bien plus lourd. Ces interceptions éclairs sont également efficaces contre les formations de chasseurs-bombardiers F-105 Thunder Chief qu'elles forcent régulièrement à larguer prématurément leurs bombes pour se défendre, annulant ainsi l'effet de leur mission de bombardement. Les chiffres du conflit reflètent l'efficacité de cette stratégie asymétrique. Selon les données officielles vietnamiennes, les Fantômes abattent 54 MiG-21 au cours de la guerre, tandis que les chasseurs vietnamiens détruisent 103 Fantômes. Le rapport des pertes est donc de près de 2 contre 1 en faveur du MiG. Et ce bilan est encore plus déséquilibré si l'on tient compte des facteurs économiques. Chaque MiG-21 coûte plusieurs fois moins cher que son adversaire américain. De plus, le Fantôme étant un biplace, chaque appareil abattu entraîne la perte de 2 membres d'équipage, contre un seul pour le MiG. L'ampleur des pertes ébranle la doctrine de combat aérien américaine. Après 1 million de sorties et près de 1000 appareils perdus toutes causes confondues, l'opération Rolling Thunder prend fin le 1er novembre 1968. Le ratio défavorable en combat RR pousse la marine américaine à créer le 3 mars 1969 une école spécialisée sur la base aéronavale de Miramar en Californie. Top Gun, dont la mission est de former une élite de pilotes au combat rapproché contre des adversaires agiles. L'armée de l'air lance un programme similaire, Red Flag, sur la base de Nellis dans le Nevada. Dans les deux cas, les avions simulant la menace soviétique imitent les caractéristiques du MiG-21. À plus long terme, les leçons du Vietnam influencent directement le développement du F-16, un chasseur léger et maniable, conçu pour exceller dans le type de combat rapproché que le Fantôme s'était révélé incapable de maîtriser. Pendant ce temps, loin des bureaux d'études et des écoles de combat, la guerre au Vietnam entre dans sa phase la plus brutale.
Et c'est dans le ciel embrasé de décembre 1972 que le MiG-21 va livrer le combat le plus audacieux de toute son histoire. Décembre 1972. La guerre du Vietnam dure depuis 12 ans. Les négociations de paix entre Washington et Hanoï se sont enlisées après que la délégation nord-vietnamienne a quitté la table des discussions. Pour contraindre le Nord à revenir au processus de négociation, le président Nixon ordonne une campagne de bombardement massif. L'opération, baptisée Linebacker 2, débute le 18 décembre et sera connue sous le nom de bombardement de Noël. Sa force de frappe principale est constituée de bombardiers stratégiques B-52 du Strategic Air Command. Pour la défense antiaérienne nord-vietnamienne, le B-52 représente depuis le début du conflit la menace la plus redoutable. Ces bombardiers opèrent à très haute altitude, au-delà de 9000 mètres, bien au-dessus de la portée des canons antiaériens classiques. Les missiles sol-air constituent la défense principale contre eux. Mais les B-52 sont équipés de puissants systèmes de brouillage radioélectronique capables de perturber les radars de guidage au sol. Du côté de la chasse, les intercepteurs MiG-17 et MiG-19 ne peuvent tout simplement pas opérer à de telles altitudes. Seul le MiG-21 possède les performances nécessaires pour atteindre un B-52 en vol. Au cours de l'été 1972, le commandement des forces aériennes vietnamiennes prend une décision dont la portée dépassera le cadre de cette guerre. 12 pilotes de MiG-21 sont sélectionnés et affectés à une mission unique: abattre des B-52. Les 2/3 de ces pilotes reçoivent un entraînement spécialisé pour les interceptions de nuit, car les bombardiers américains opèrent principalement sous le couvert de l'obscurité. C'est une mission à très haut risque. Jamais au cours de ce conflit, un chasseur n'a réussi à détruire un B-52 en combat aérien. Parmi ces 12 pilotes figure Pham Tuan, dont le parcours incarne celui de toute une génération de combattants vietnamiens. Appelé sous les drapeaux en 1965, il est d'abord affecté comme technicien aéronautique, puis envoyé en Union soviétique. À l'école de vol de Krasnodar, il suit un programme accéléré, couvrant la langue russe, la théorie et le pilotage. En 1967, le lieutenant de 20 ans rentre au Vietnam et commence à voler sur MiG-17. En 1970, il est muté au régiment de chasse Sao Do, surnommé l'Étoile Rouge, où il se qualifie sur le MiG-21. L'opération Linebacker 2 provoque des affrontements d'une intensité sans précédent dans le ciel de Hanoï. Dès le premier jour des bombardements, le 18 décembre, les B-52 ne sont pas les seuls à infliger des pertes. Un mitrailleur de queue de B-52, le sergent Samuel Turner, revendique ce soir-là l'abattage d'un MiG-21 qui s'approchait de sa formation. Cet exploit inédit lui vaut la Silver Star. 6 jours plus tard, le 24 décembre, un second mitrailleur de queue, Albert Moore, abat un autre MiG-21 au-dessus des voies ferrées de Tay Nguyen. Ces 2 victoires, les seules jamais remportées en combat air-air par un B-52 dans toute l'histoire de l'aviation, ne sont toutefois pas confirmées par les sources vietnamiennes. Au soir du 26 décembre, Pham Tuan décolle aux commandes du MiG-21 MF portant le numéro 5121, appartenant au 921e régiment de chasse. Sa cible se trouve au-dessus de Hanoï, à une altitude dépassant 9100 mètres. Les B-52 volent en formation de 3 appareils, protégés par leur brouillage électronique et par des escortes de fantômes. Pham Tuan pousse son MiG en post-combustion et monte à travers les interférences qui saturent ses instruments. Parvenu à une distance de 2 km de la formation, il tire ses 2 missiles Atoll. Selon les sources vietnamiennes, l'un de ces missiles touche un B-52 qui est détruit. Pham Tuan est immédiatement crédité de la première victoire aérienne jamais remportée par un chasseur contre un B-52. Mais cette version fait l'objet de contestations. Des sources américaines et des analyses ultérieures suggèrent que les missiles Atoll de Pham Tuan auraient manqué leur cible. Au moment où le pilote se désengageait, un B-52 appartenant à une cellule de 3 bombardiers volant devant celle qu'il visait aurait été touché par un missile sol-air et aurait explosé en vol. La simultanéité des 2 événements, le tir de Pham Tuan et la destruction du B-52, aurait pu conduire le pilote à penser que ces missiles avaient atteint leur objectif. 2 jours plus tard, le 28 décembre, un autre pilote du même régiment tente la même mission.
Vu Xuan-Thieu décolle pour intercepter des B-52. Selon la version vietnamienne, il touche l'un des bombardiers, mais périt dans l'explosion, s'étant approché trop près de sa cible. Les archives américaines n'enregistrent cependant aucune perte de B-52 ce jour-là. Un fantôme revendique en revanche la destruction d'un MiG-21 cette nuit-là, ce qui pourrait correspondre à l'appareil de Thieu. Quelle que soit la vérité exacte des circonstances de cette nuit de décembre, le retentissement de l'annonce est immense. Pham Tuan est décoré de l'étoile d'or du héros du Vietnam, la plus haute distinction militaire du pays. Sa renommée dépasse rapidement le cadre de l'aviation. En 1979, lorsqu'il est sélectionné pour le programme spatial soviéto-vietnamien et arrive à la Cité des Étoiles près de Moscou, son uniforme attire immédiatement l'attention des autres cosmonautes en formation. La plupart d'entre eux n'ont pas encore reçu de haute décoration. Lui porte déjà l'étoile d'or sur sa poitrine. Lorsqu'on lui demande pour quel exploit il l'a obtenu, il répond simplement « pour le B-52 ». Pham Tuan devient le premier, et à ce jour, le seul cosmonaute vietnamien de l'histoire. Aujourd'hui, avec le grade de général-lieutenant, il retourne régulièrement au musée de Hanoï, où est exposé l'appareil numéro 5121, le MiG, sur lequel il a accompli la mission qui a fait de lui un héros national. L'opération Linebacker 2 prend fin après 11 jours de bombardement. Les négociations de paix reprennent et aboutissent le 27 janvier 1973 à la signature des accords de Paris qui mettent fin à l'intervention américaine au Vietnam. Mais l'histoire du MiG-21, elle, est loin d'être terminée. La fin de la guerre du Vietnam ne marque pas la fin de l'évolution du MiG-21. Tout au long de son existence opérationnelle, l'appareil n'a cessé de se transformer. Au total, plus de 2 douzaines de variantes sont produites, des premières versions armées de simples canons jusqu'aux intercepteurs dotés de radars et de missiles de dernière génération. Cette capacité d'adaptation permanente constitue l'un des traits les plus remarquables de la conception d'Artyom Mikoyan. La dernière et la plus aboutie de ces variantes soviétiques est le MiG-21 BIS. Les ingénieurs du bureau Mikoyan se sont efforcés de concentrer dans cet appareil le maximum d'améliorations, tout en conservant la cellule de base. Le système de visée et de navigation permet au pilote de rentrer à sa base et d'effectuer son approche d'atterrissage en mode automatique ou semi-automatique, une assistance précieuse après une mission de combat intense. Mais c'est le moteur qui distingue fondamentalement le BIS de toutes les versions précédentes. Le réacteur Tumansky R25-300 développe 69,5 kN en post-combustion standard. Il dispose en outre d'un mode d'urgence activant une seconde pompe à carburant dans l'étage de post-combustion. Ce mode porte la poussée à 97,4 kN pendant une durée limitée à 2 minutes, au-delà de laquelle le moteur risque la surchauffe. La consommation augmente de 50%, mais pendant ces 2 minutes, le rapport poussée-poids dépasse 1 contre 1 et la vitesse ascensionnelle atteint 254 mètres par seconde, des valeurs équivalentes aux performances du F-16A en combat rapproché. Le BIS repousse également les limites structurelles de la cellule. Les variantes initiales du MiG-21 étaient certifiées pour des surcharges de 7 G. Sur le BIS, cette limite est portée à 8,5 G, élargissant considérablement l'enveloppe de manœuvre en combat aérien. Si les premières versions du MiG-21 appartenaient sans ambiguïté à la deuxième génération de chasseurs à réaction, le BIS peut à bien des égards être considéré comme un appareil de troisième génération. À côté de ses performances, le MiG-21 possède un autre atout qui explique son succès mondial sans équivalent, son coût de production. La fabrication en masse rend chaque appareil extraordinairement bon marché. Un MiG-21 MF revient moins cher qu'un véhicule blindé d'infanterie BMP-1. Ce rapport qualité-prix, combiné à une maintenance simple et à des commandes accessibles, même pour des pilotes disposant d'une formation limitée, fait du MiG-21 l'avion de combat idéal pour les pays acquérant du matériel du bloc de l'Est. La production atteint des chiffres qui ne seront jamais égalés pour un chasseur supersonique. Au total, 11 496 exemplaires sortent des chaînes d'assemblage. 10 645 sont construits en Union soviétique, répartis entre 3 usines. L'usine aéronautique numéro 30 à Moscou, qui produit 3203 appareils, l'usine numéro 21 à Gorky, responsable de 5765 exemplaires, et l'usine numéro 31 à Tbilissi,
qui en fabrique 1678. En dehors de l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie produit sous licence 194 MiG-21 F-13, tandis que la firme indienne Hindustan Aeronautics en assemble 657, dont 225 de la version BIS. L'Inde constitue un cas particulier dans l'histoire du MiG-21. En 1961, les forces aériennes indiennes choisissent le chasseur soviétique face à plusieurs concurrents occidentaux. L'accord prévoit un transfert complet de technologie et le droit de produire l'appareil localement. Au fil des décennies, l'Inde acquiert plus de 1200 MiG-21. À son apogée, la flotte indienne compte 400 appareils répartis dans 19 escadrons. Durant la guerre indo-pakistanaise de 1971, un MiG-21 FL abat un Starfighter F-104 pakistanais avec son canon GSH-23, marquant le premier duel supersonique de l'histoire du sous-continent indien. Dans les années 90, l'Inde lance un programme de modernisation qui transforme ses MiG-21 existants en appareils de 4e génération. Les cellules conservent leur structure d'origine, mais reçoivent un ensemble entièrement nouveau d'avionique et d'armement. Cette version modernisée, connue sous le nom de MiG-21 Bison, démontre le potentiel de développement exceptionnel intégré dès l'origine dans la conception de Mikoyan. L'appareil reste en service actif dans les forces aériennes indiennes pendant plus de 6 décennies, avant d'être officiellement retiré du service en septembre 2025, remplacé par le chasseur indien HAL Tejas. Des entreprises russes, israéliennes et roumaines proposent également des programmes de modernisation aux pays exploitant encore le MiG-21, intégrant des radars modernes et des missiles de nouvelle génération sur une cellule vieille de plusieurs décennies. Du prototype Ye-4, qui décollait pour la première fois en juin 1955, au dernier MiG-21 Bison retiré du service en 2025, 70 ans se sont écoulés. Aucun autre chasseur supersonique n'a connu une carrière aussi longue ni aussi diversifiée. L'avion a combattu dans les guerres indo-pakistanaises, les conflits israélo-arabes, la guerre Iran-Irak, les guerres en Angola, les conflits des Balkans et bien entendu la guerre du Vietnam, où il s'est forgé une réputation qui a traversé les générations. Plus de 60 nations sur 4 continents l'ont aligné dans leurs forces aériennes. 11 496 exemplaires ont été produits, un record absolu pour un avion de combat supersonique. Des MiG-17 aux Phantom, en passant par les F-104 Starfighter et les F-16, il a affronté les chasseurs les plus modernes de chaque époque et a prouvé, conflit après conflit, qu'un appareil léger, simple et bien conçu, piloté par des hommes déterminés, pouvait tenir tête aux machines les plus coûteuses et les plus sophistiquées du monde. Si cette série vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce bleu et de partager vos impressions en commentaire. Votre soutien nous aide à produire de nouveaux récits consacrés aux grandes machines de guerre qui ont marqué l'histoire. À très bientôt pour un prochain épisode.